Dans le débrief aujourd'hui, 3 commentateurs. D'abord, l'avocate Florence Gaulier. Bonjour, bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes avocate au cabinet Verken Gaulier. Vous êtes également administratrice de l'AFCDP, qui est la fédération de l'ensemble des personnes en charge de la protection des données personnelles en entreprise. Tout à fait. À côté de vous, le pro des grandes transformations digitales en entreprise. Bonjour Christian Poyot. Bonjour à tous. Cofondateur PDG de Micropole. Vous allez comme ça pouvoir nous apporter votre éclairage sur ces transformations en cours. Et puis le start-upper disrupteur Alain Staron. Bonjour Alain, président d'Artifil. Alors, on va commencer justement avec ces procédures contre les GAFAM. Personne n'est seul dans l'affaire, puisqu'il y a Meta, Alphabet pour Google et Apple qui sont en fait sommés de s'expliquer auprès de la Commission européenne quant à leurs pratiques qui ne semblent pas tout à fait correctes vis-à-vis de notre droit à la concurrence et en tout cas pas vis-à-vis du nouveau règlement, le DMA, le Digital Market Act. Alors, on va commencer peut-être avec Alphabet qui, depuis des années, en fait, est soupçonné, en tout cas, de mettre en avant ses services plutôt que les autres en matière de comparaison de prix, puisque c'est son propre moteur de recherche. Peut-être qu'il est tenté de se servir lui-même en premier. En tout cas, il a été pénalisé par une amende déjà par le passé en 2017 de 2,4 milliards d'euros. Mais visiblement, les correctifs n'ont pas été suffisants au regard de la Commission européenne. Alors, je voulais vous entendre sur ce qui se passe en ce moment, de manière générale autour des GAFA. Est-ce qu'il vous semble que ça y est, là, ça commence vraiment à chauffer pour eux et que les pratiques vont changer ? Florence. Je commence. Oui, oui, peut-être juste pour rappeler effectivement le contexte, malgré les différentes amendes qui ont pu déjà être prononcées par le passé par la Commission européenne sur la base du droit de la concurrence antérieur, les pratiques n'ont toujours pas vraiment changé. D'où l'adoption de ce texte, le DMA, qui est un nouvel outil de droit de la concurrence pour la Commission européenne, qui a été adopté fin 2022, entré en vigueur l'année dernière, et complètement maintenant, puisque toutes les obligations étaient un peu échelonnées, que depuis début mars. Donc depuis début mars, la Commission européenne peut vraiment vérifier si ce nouveau texte, et notamment la vingtaine d'obligations et d'interdictions pour ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès dans ce texte, donc les plateformes qui ont un tel pouvoir sur le marché qu'elles peuvent empêcher les entreprises d'accéder finalement à leurs clients et à leurs utilisateurs. Donc la Commission va pouvoir utiliser ce nouvel outil, vérifier si les obligations sont appliquées ou pas. Et mais c'est une arme supplémentaire par rapport au droit à la concurrence. Il vous semble que ça permet d'aller plus loin, je sais pas, dans les sanctions, d'être plus rapide, dans la contrainte. C'est vraiment un nouvel outil, d'abord parce que on n'est plus sur des notions compliquées où il faut définir le marché pertinent, vérifier s'il y a un abus de position dominante, si la pratique est vraiment anticoncurrentielle. Là, on a une liste de 20 obligations ou interdictions qui sont précisément définies. Et donc, les opérateurs doivent se justifier sur chacune de ces obligations, dont celle de ne pas privilégier ces services par rapport à ceux des autres, des tiers. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas de l'enquête qui va être menée pour Google, enfin Alphabet, mais également d'autres obligations dont on parlera peut-être après, concernant les App Store, concernant aussi l'installation de logiciels tiers sur les systèmes Alors, du côté, effectivement, d'Alphabet, il y a une autre procédure sur son magasin d'applications. Apple aussi. Qui est la même, qui concerne Apple. Apple, en plus, cumule avec d'autres obligations qui ne seraient pas respectées sur le paiement, l'ouverture à la concurrence. Du côté de Meta, Facebook, alors là, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est un manquement à la règle qui lui... en fait, il a essayé, pour se mettre en ordre de marche vis-à-vis de ce DMA, de modifier ses règles de traçage des utilisateurs en proposant aux utilisateurs soit d'être tracés, soit de payer. C'est le pay or OK. Mais bon, le tarif qui est imposé par Facebook, par le groupe Meta, pour ne pas être tracé est quand même assez important. Le prix a été revu à la baisse. Est-ce que ce sera suffisant ? Bon. Moi, je voudrais insister sur un point. Ce qui change fondamentalement, c'est qu'avant, vous parliez d'autorité de la concurrence, il fallait porter plainte. Il y avait une instruction, etc., etc. Et donc, ça prenait un temps certain. Je crois qu'il y a encore des plaintes aujourd'hui qui datent d'il y a 15 ans, qui ne sont pas complètement bouclées. Bon, là,
je ne sais pas si c'est a priori, mais en tout cas, il y a des règles qui sont édictées. Donc, effectivement, la Commission peut agir de manière immédiate, si j'ose dire. Alors, effectivement, les grands acteurs défendent leurs intérêts aussi, donc il y a un certain jeu du chat et de la souris, il ne faut pas se raconter de bêtises de manière générale. Chacun ajuste, mais finalement n'ajuste pas totalement comme on le voudrait. Mais vraiment, le changement majeur, c'est ça. C'est-à-dire que ça, en termes de vitesse et puis de règles, ça n'a rien à voir avec la situation précédente. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, le point sur lequel vous avez déjà insisté en partie, c'est que ce n'est pas uniquement en Europe. Là, on parle du DMA, mais ces grands acteurs sont aussi soumis un peu, alors ça ne s'appelle pas le DMA, bien sûr, c'est aux États-Unis, mais sont soumis à les mêmes inquisitions des autorités fédérales pour dire est-ce que vous ne bloquez pas l'entrée du marché. Donc on peut dire que vraiment, pas uniquement en Europe, il y a un changement, c'est vrai, du mindset, enfin un peu des règles du jeu par rapport aux grands acteurs. Alain, vous pensez que ça bouge, là, ça y est ? Ça y est, c'est en place depuis début mars. C'est un règlement, donc effectivement, on inverse la charge de la preuve. Il faut respecter le règlement, point. Donc ça, c'est très très bien. Du coup, ça permet d'aller très vite. Mais est-ce que ça va permettre à des nouveaux acteurs d'émerger dans ce domaine ? Déjà, il faut qu'ils se conforment. Après, la deuxième difficulté, on pourra en reparler, c'est comment je fais si je suis nouveau pour m'intégrer. Et mon dada, c'est toujours d'aller chercher le coup d'après pour pouvoir s'intégrer dans un terrain, dans un océan un peu plus bleu que l'océan rouge. Eh oui, parce que l'idée, c'est pas juste d'embêter les GAFAM, c'est de permettre à l'innovation d'être plus diverse et variée, à la concurrence d'exister. Google nous a répondu déjà que si on interdit l'intégration verticale, on retourne au Moyen-Âge. Oui. Vous vous souvenez, on a vu quand même cette l'Europe sera retourner au Moyen-Âge parce qu'ils ne veulent pas nous. Mais c'est bloquer l'innovation, c'est bloquer la liberté d'entreprendre et c'est quelque part pénaliser le consommateur. Et je pense que l'Europe est surtout sensible au dernier élément parce qu'elle a toujours été en faveur. Alors maintenant, ça bouge un peu, on pense aussi un peu à l'économie, mais pendant très longtemps, pourquoi il n'y a pas de GAFAM en Europe ? Parce qu'il y a l'Europe qui dit il faut protéger le consommateur, donc je veux pas de gros. Sauf que dans d'autres pays, il y a des gros et les gros arrivent. Donc ça, c'est la deuxième révolution culturelle qui est en train d'arriver et le DMA va permettre ça. Je ne dis pas comment, je dis ça va le permettre. Donc il est urgent de faire respecter et c'est parfait. En plus, ils nous prennent un peu pour des imbéciles les uns les autres. Le P-Orgo, pardon. Ouais. Le Go, c'est une infraction. Le hockey. Ouais. Le hockey est une infraction. On n'a pas le droit de tracer comme ils tracent, dans un demander le consommateur. On n'a pas le droit, juste ça. Et c'est pas en pays. Voilà, l'option n'est juste pas concevable. Non, mais c'est du monde. Alors moi, il y a autre chose qui m'a étonnée, c'est la procédure justement aux États-Unis contre Apple. Enfin, je sais pas, on a l'impression que d'un seul coup, tout le monde s'étonne que c'est un écosystème fermé, iOS. Oui, on ne savait pas. C'est une nouvelle récente. Effectivement, on a découvert ça. On avait quand même tous en tête depuis le début. Mais on faisait avec, finalement. On se disait, c'est un choix stratégique, de protection, de sécurité. C'est la réponse d'Apple. C'est-à-dire, en fait, mes utilisateurs sont aussi très demandeurs de ce genre de choses et je ne fais que répondre à la demande de mes utilisateurs, ce qui est en partie vrai. Il ne faut pas dire de bêtises. Pas seulement parce qu'on aime ce qu'on nous propose et on ne demande pas ce qu'on ne nous propose pas. Mais Apple, c'était 10% de part de marché. Dans l'informatique, c'est 10%. Donc, personne n'a vu le coup venir. Nokia le premier, au démarrage de l'iPhone. Sauf que maintenant, c'est un téléphone sur 4. Oui, mais ça fait quand même. Et aux États-Unis, plus que ça. Il faut se poser la question. Elle n'est pas nouvelle, cette situation sur le mobile, quand même. Oui. Florence, comment vous expliquez qu'on acceptait quelque chose presque comme un état de fait, une stratégie en soi d'une entreprise, et aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, déjà, ce n'était pas complètement accepté, parce qu'il y a un mois, il y a eu une sanction sur la base de l'ancien régime d'une action qui a été diligentée en 2020. Donc, ça prend pas 15 ans, mais quand même 4 ans, pour que les demandes de Spotify contre, justement, les pratiques d'Apple sur l'obligation de passer par Apple Pay, ou alors de ne pas proposer aux utilisateurs des offres plus intéressantes et d'obliger finalement de passer par l'App Store, ce qui fait que finalement Spotify ne pouvait pas concurrencer Apple Music. Donc c'est ça qui était à la base de l'action. Donc ça a donné la troisième plus grosse sanction en matière d'infractions anticoncurrentielles le mois dernier, 1,8 milliard contre Apple. Donc, ce n'était pas complètement accepté. Mais là encore, on était sur le temps que prend ce type d'action. La part de marché comme... C'est vrai qu'il fallait une plainte de Spotify, donc c'est acteur par acteur, presque. Oui, c'est complètement différent, alors que là, c'est vraiment la commission qui saisit du sujet. Thierry Breton, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut reconnaître son rôle par rapport à ça, de dire on édicte des règles. Voilà. Et alors, il y a un certain sujet qui est aussi défendre les acteurs européens par rapport aux acteurs américains, mais on peut le dire, c'est pas foncièrement critiquable. Le fait d'avoir cette remarque montre bien qu'on souffre d'un complexe.
On peut le dire, c'est pas forcément critique. On a raison de le dire. Oui, on a raison de le dire, mais c'est pas ce que dit la Commission, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais ils ont encore un peu de est-ce que ça change vraiment, ça? Est-ce que l'Europe s'autorise aujourd'hui, je dirais même juridiquement, à privilégier ses entreprises, son économie, son industrie? C'est une proposition d'ailleurs de France Digital qui vient de sortir son rapport, mais c'est vrai que ça reste compliqué pour l'Union européenne de dire clairement je privilégie les entreprises européennes. Voilà. Alors c'est plutôt je tape sur les autres, mais pas forcément je privilégie les acteurs. Il y a une préférence nationale. Aux US, si on est une boîte américaine, moi, start-up français, je ne sais pas aller prendre une commande du gouvernement français. Enfin, c'est très compliqué. Alors que dans un monde normalement fait, je devrais être privilégié. La discrimination positive. Ça existe dans le monde entier. Les Chinois, les États-Unis, l'Inde, les Russes évidemment. Nous, non. Oui, ça c'est sûr. Alors le mindset commence à évoluer sur ce point-là, mais jusqu'à très récemment, il n'était pas. C'est notre prochain sujet. Ah oui, pardon. C'est juste qu'on change de sujet, qu'on s'intéresse à cette étude qui a été publiée par France Digital. Donc très récemment, c'est une étude sur la compétitivité de l'Europe. Alors là, ça parle d'IA générative en particulier, mais je vous laisse quand même continuer sur ce thème, parce qu'en fait, c'est la question de comment on fait pour devenir des champions du numérique. Christian. Moi, je répondrais, il faut choisir ses combats, parce que il est évident que la place prise par les GAFAM est extrêmement importante, et ils nous amènent aussi plein de choses. Il ne faut pas non plus tomber à dire il faudra les fermer ou les détruire ou quoi que ce soit. Simplement, on adore leurs produits. On adore leurs produits, et ça nous offre un nombre de services inimaginables. On nous retirait aujourd'hui tous ces services, on serait les premiers à le critiquer. Oui. Mais par contre, ça amène d'autres distorsions. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Ce que je pense qu'on perçoit de plus en plus, c'est que toutes ces technologies ont un impact énorme du point de vue économique et également de souveraineté, voire géostratégique, ce qui n'était peut-être pas encore très perçu ou suffisamment perçu par les politiques il y a quelques années, parce que c'était un peu, quel téléphone, téléphone, point. Aujourd'hui, le téléphone, je ne sais pas si le téléphone reste la fonction principale, mais avec tout ce qu'il y a à côté, les WhatsApp, etc. Donc c'est un outil de diffusion de contenu qui peut être aussi dans une intention négative. On le voit avec tous les contenus sur TikTok ou des choses comme ça. Donc les autorités politiques européennes se sont saisies du sujet sur le point de vue déjà, encore une fois, régalien, mais également sur ce point de vue économique. Bon, pour revenir à votre question, est-ce que demain, on va créer stricto sensu un concurrent de WhatsApp ou quoi que ce soit? La question se pose. Et la réponse est non, en fait. Par contre, sur l'IA générative... Pourquoi on parle tout le temps d'IA générative. Il y a aussi l'IA prédictive. L'IA générative, on a l'impression que ça capte tous les sujets. C'est un sous-ensemble. C'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Ça passera. Donc là, la thématique est quand même relativement plus récente. On voit quand même des acteurs qui émergent. Mistral est dans toutes les bouches, etc. Ouais. Donc il y a quelque chose à jouer. Mais au-delà de ça, moi, ce que je mets toujours en avant, c'est les data. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data. Vous pouvez avoir un super moteur d'IA, un LLM, tout ce que vous voulez. Pour qu'il opère, il faut qu'il opère sur des datas. Et ça, sur les datas, l'Europe, au sens large, et en particulier la France, est très en avance des États-Unis, parce qu'on a peut-être une tradition, effectivement, de plus de normer les choses, les piloter, etc. Donc, il faut, si j'ose dire, se battre, pour prendre ce terme un peu guerrier, effectivement, sur tous les sujets, mais il faut choisir ses combats. Sur l'IA générative, oui, il y a certainement des segments dans lesquels on peut faire des choses, mais il faut le faire au niveau européen. Et après, encore une fois, la data est un vrai sujet qui, à mon avis, n'est pas encore pris en compte et qui permettrait d'avoir un poids très fort. Vous avez une super... C'est-à-dire de créer des espaces de données au niveau européen, comme on est en train de le faire sur la santé, par exemple. Exactement. Ouais. Je peux prendre l'automobile. Si vous voulez, si les acteurs automobiles européens vont voir Monsieur Google l'un à 9h, l'autre à 10h, l'autre à midi, ils n'ont pas de poids, en fait. Donc, si tous les acteurs automobiles européens se mettaient d'accord sur une plateforme, alors pas partager les données, mais en tout cas arriver à mettre en commun un certain nombre de choses, là, ils ont un poids beaucoup plus fort. Et vous citiez la santé, c'est un exemple énorme aussi là-dessus. Donc, prendre le sujet uniquement par le dire on va créer un concurrent de ChatGPT, oui, peut-être, parce que tout ça bouge énormément, mais prenons aussi d'autres sujets, et la data est pour moi un levier extrêmement fort qu'on peut utiliser en Europe. Alain. Pour rebondir sur la data, quand Renault met Android dans toutes ses bagnoles, il permet à Waymo d'apprendre à faire des voitures autonomes sur le dos des conducteurs français. Parce qu'ils n'ont pas réussi et pas pu à développer des solutions concurrentes. Et les Volkswagen ont eu du mal aussi. Et s'ils se mettent tous ensemble, ils n'y arriveront pas mieux. Donc en fait, il y a un sujet. Non, moi, mon débat, c'est de dire, il ne s'agit pas de chercher à remplacer, ça fait longtemps que je dis, ça ne sert à rien de chercher à remplacer un cloud. Déjà 15, ça ne sert à rien. Puis, la santé, on trouve qui ?
La santé, on trouve Azure. On se base sur Microsoft. Oui. Alors, il y a OVH qui fait des choses aussi. Quand même, mais il y a Azure, donc ça ne sert à rien. Une plateforme de partage de données de santé. Oui, bien sûr. Donc ça ne sert à rien. Donc, je répète toujours la même chose, pardon d'être fini par plus m'inviter. Il faut penser le coup d'après. Donc l'IA générative est juste limite, et Mistral était très bien, sauf que là maintenant il y a Azure dans la boucle, enfin il y a Microsoft. Mais le coup d'après, c'est ce qui permet c'est ce qui rebat toujours les cartes. C'est ce qui fait que les géants d'un jour ne sont plus les géants du lendemain. Mais ils sont sur les coups d'après, Alain. Non, attends, Google, je donne pas cher de Google dans les prochaines années. Ils investissent tous les sujets. Ils testent finalement. Je vais tester la voiture. Non, finalement, tiens, je vais plutôt tester les robots. Non, le problème n'est pas que l'argent. Tester les coups d'après. Le problème n'est pas que l'argent. Le problème, c'est l'ADN. C'est comment ils sont structurés. Quand je fais des moteurs de recherche depuis toute ma vie, je vois pas comment je peux répondre à un prompt et gagner ma vie. Donc, je suis en retard sur les IA génératives. Point. Et ça va pas s'arranger. Donc, la balle est en train de tourner. Celui qui s'organise le mieux, c'est Amazon, parce qu'il passe jamais en V1. Jeff Bezos, il dit, moi, je reste en V0, parce que je bouge tout le temps. Et effectivement, il a cette agilité-là. Il se fait rattraper par l'armée, peu importe, j'oublie l'expression. En Inde, il n'a plus le droit de vendre des produits de ses fournisseurs. Le DMA fait la même chose, mais ça a commencé par là. C'est quand même intéressant. Il y a des pays qui ne sont pas forcément aussi développés que le continent et qui marchent bien. Donc, la réglementation est là pour les limiter. Tant mieux. Maintenant, il faut faire un peu de prospection un peu intellectuelle et un peu technique pour imaginer, plus que ça, marketing, tout ce qu'on veut, pour imaginer les produits d'après. Bon, c'est là qu'il faudra... Justement, donc l'étude de France Digital est intéressante quand même. Alors déjà, elle nous dit quand même, on a les talents. Premier enseignement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire à créer des géants sur l'IA générative, on a l'ensemble des talents qui sont présents aujourd'hui en Europe. Mais bon, on n'a pas les moyens matériels, financiers, technologiques, humains d'une totale indépendance. Cela dit, là aussi, il y a un bémol. On nous dit que finalement, même les États-Unis, même la Chine ne l'a pas, cette indépendance. On est tous interdépendants aujourd'hui. Oui, personne ne l'a à 100%. Hein, quand vous regardez... Alors là, on sort de l'IA générative pure, on prend tout ce qui permet de faire de l'IA, que ça soit générative, prédictive, émotionnelle, enfin, il y a 15 000 classements. C'est une chaîne de valeur qui est énorme, depuis les terres rares à la création, les wafers, il y a des très grosses boîtes hollandaises, la SML, qui a un poids énorme sur la chaîne, etc. Donc personne n'est omnipotent sur le sujet. À la limite, le plus important, c'est Taïwan, mais avec les problèmes géopolitiques, géostratégiques qu'on connaît bien, qui en même temps les défend d'ailleurs. Enfin, c'est ce qui les protège du mieux possible. Donc là aussi, il y a deux sujets. Il y a un sujet régalien, c'est-à-dire que l'Europe s'en saisit, c'est bien de dire, pour qu'on ait un niveau minimum sur tous ces sujets-là, donc d'attirer la création d'usines, de création de chips. Vous parliez tout à l'heure au Japon, c'est ce qu'ils font, de toute façon. TSMC, on va y venir au Japon. Ils disent effectivement, je vais mettre à d'autres endroits avec ça. Donc il faut agir un peu sur tous les sujets et pas se laisser... oui, on dit les terres rares, c'est qu'en Chine, mais pas du tout. Des terres rares, il y en a partout. Hein. C'est que nous, en Europe, pas le faire. Voilà, pas ça assez écologique, donc on s'en sert. Il y en a partout. Bon, donc faut pas dire il y a que en Chine, etc. Absolument. Donc il y a tout ça. D'ailleurs, il donne France Digital parle justement des matériaux rares. Il propose de capitaliser sur des nouveaux gisements, comme celui déjà présent dans nos téléphones avec les nouvelles mines urbaines. Enfin, il y a des pistes qui sont évoquées vraiment très concrètes. Je voulais quand même faire réagir l'avocate sur le point réglementation. Il y a aussi une petite alerte qui dit attention au texte qui risquerait d'empêcher cette Europe de l'innovation de croître. Oui, il y a plusieurs choses à noter dans ce rapport. Il y a déjà les éléments positifs sur ce qui a été apporté par les nouveaux textes, notamment le Data Act, le Data Governance Act, qui sont aussi évoqués comme des éléments qui seront utiles pour le développement européen, notamment par rapport à ces gisements de données. Mais il y a effectivement aussi des alertes sur attention, on peut pas, comme on est tous interdépendants, j'ai trouvé ça très intéressant dans le rapport de dire on ne pourra pas de toute façon avoir toute la chaîne dans l'Union européenne, donc il ne faut pas non plus aboutir à ce que les règles juridiques empêchent tout accord de coopération avec des Américains, des Chinois, etc. Donc ça, c'est assez ambigu dans la manière de présenter les choses, mais en même temps, qui est un constat réel. C'est compliqué d'être souple en droit. Non, je pense pas. Je pense que c'est possible de trouver une certaine souplesse. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est également le fait que sur la partie talent, on a les talents, mais
le rapport pointe bien qu'il y a aussi, là c'est le droit qui joue son rôle, des clauses de non-concurrence, des clauses de non-débauchage qui sont problématiques parce que justement, certains talents qu'on a formés en Europe ne sont plus employables parce qu'ils ont justement ce type de clause. Donc là encore, le droit a encore son rôle à jouer. Ce qui est noté également, c'est peut-être des évolutions nécessaires ou en tout cas une clarification du droit sur l'accès aux données lorsqu'elles sont protégées par les droits de propriété intellectuelle, lorsqu'elles sont protégées par le RGPD, de savoir exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et notamment le fait que bien qu'on ait une harmonisation au niveau de l'Union européenne, on a encore des divergences locales. Et ça, c'est vrai que les opérateurs l'ont pointé dans le rapport et ça reste encore... des évolutions à apporter pour cette partie-là donnée, où on a effectivement une réglementation qui est très aboutie, mais il reste encore quelques pas à faire pour arriver à quelque chose de réellement souple et moins difficile à appliquer dans la vie quotidienne. Christian, rapidement. Peut-être un peu trop abouti, justement. En fait, c'est là où il faut trouver le bon équilibre. L'Europe est quand même très douée pour produire des réglementations. Alors, l'idée générale, tout le monde est pour, mais après, ce qui est ennuyeux, c'est la mise en œuvre pratique. Vous voyez, entre ce qui est décidé dans une commission à Bruxelles, où c'est quand même, je dis pas théorique, enfin c'est très général, on va dire comme ça, puis après, comment ça se traduit sur le terrain, là, c'est difficile. L'IAAC, là, qui est sorti, je crois, enfin, qui était en finalité de discussion, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tôt, quoi, si j'ose dire. Le principe général, on le comprend. Personne n'a envie d'être dans une société pilotée comme sont les Chinois, avec de l'IA sociale, etc. Mais là, je pense c'est trop récent, c'est trop immature, entre guillemets, et on risque plutôt de freiner le développement. Donc là, il faut que l'Europe trouve le bon niveau en pas trop de réglementation. Oui, parce que la messe n'est pas dite encore sur... c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème de l'application, de la compatibilité avec le RGPD, ça va être un sujet qui va grandement vous occuper, j'imagine, Florence. On passe à notre autre sujet, c'est WhatsApp. Est-ce que 13 ans, c'est le bon âge pour autoriser le téléchargement de l'application ? Parce que nous, en Europe, normalement, on a une majorité numérique qui est fixée à 15 ans. Enfin, en Europe, pardon, en France. En France. Les enfants, l'âge de passage au téléphone portable chez un enfant, c'est 10 ans ou 11 ans l'entrée au collège. WhatsApp, on ne fait pas tellement d'autre chose que d'échanger des textes. Oui. Je sais pas. Maintenant, justement, c'est pas que ça. Et beaucoup de parents pensent ça, mais il y a des chaînes, maintenant sur WhatsApp. Ils ont ouvert ça récemment, maintenant. Il y a des chaînes, c'est un moyen de diffusion comme YouTube. Oui. J'avais pas noté ça. Au secours. Mais ça date d'il y a 3 semaines, je crois. Beaucoup de parents le pensent que WhatsApp, mais c'est un réseau social en fait. Et c'est pas juste on échange des messages. Bon, mais après, ça c'est grave. Cette histoire d'âge là, parce que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a fixé un âge de 16 ans, je crois, au niveau européen, avec la possibilité d'adapter comme on veut dans chaque État membre. C'est bien ça. On a le droit de choisir dans chaque État membre entre 13 et 16. Nous, on a choisi 15 en France. C'est ça. WhatsApp nous dit, non, nous, c'est 13. Enfin, on fait comment Rappelons que rien n'est vérifié. Donc, ils mettent 12,5, 14 ou 15, ça ne change rien fondamentalement. Alors en plus... Mais est-ce qu'ils ont le droit de dire c'est 13 alors qu'en Europe, ça ne peut pas être forcément 13 ? Alors, dans leurs conditions générales, ils indiquent 13 ou l'âge local appliqué dans votre droit local. Mais donc, en fait, il faut se renseigner tout seul. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas encore justement cette vérification réelle de l'âge. Donc, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Simplement, nous, on a une loi. Alors, nous, on a une loi quand même de juillet 2023 qui n'est pas encore applicable. Mais normalement, parce qu'il nous manque un décret, mais pour conclure un contrat avec un réseau social, donc là, c'est même pas le RGPD, c'est une loi spéciale en France, conclure et accepter des conditions générales d'utilisation d'un réseau social, il faut avoir 15 ans. Avant, on peut, mais avec l'accord de ses parents. Mais donc, il est obligatoire d'avoir un système de vérification de l'âge. Exactement. Qui va faire l'objet d'un référentiel par l'ARCOM, qui est en cours de préparation. Mais il y aura effectivement des solutions techniques. Mais comme c'est pas encore mis en place, mais ça veut dire que concrètement, si WhatsApp dit 13 ans, mais ça n'empêche qu'en France, ils seront quand même obligés de mettre en place un système de vérification avec donc l'accord des parents. C'est-à-dire, 13 ans, on ne sait pas si c'est seul ou pas seul, en fait. Bon, on a juste 2 minutes pour terminer sur les semi-conducteurs avec la politique du Japon, qui est très offensive, qui a décidé finalement de retrouver des forces en interne. Nous, en Europe, on a le Chip Act.
Voilà, qui s'appuie sur 3 piliers importants, notamment la collaboration entre les États. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au Japon, c'est un modèle à suivre? On a la même chose. On a déjà Intel qui va s'installer en Allemagne, qui s'est déjà installé en Pologne et en Irlande. Oui. Donc on fait pareil. Et on prend les gros du semi-conducteur. On fait pareil. Alors, à la différence quand même que Rapidus, qui va récupérer les milliards du gouvernement japonais, c'est un consortium. Certes, il y a l'américain IBM dedans, mais il y a aussi des groupes japonais. Intel, je ne crois pas que... Intel, c'est un fondeur pour tiers. Ce qu'il installe en Europe, c'est un fondeur pour tiers. Ouais. Donc n'importe qui peut aller fondre ses chips chez Intel, en Allemagne, en Saxe. Donc c'est pas gênant. Non, pardon, c'est mieux que... Attends, le sujet, c'est Xi Jinping qui envoie Taïwan. Mais Xi Jinping n'enverrait pas Taïwan tout le temps qu'ils seront majoritaires, enfin qu'ils produiront 60% des chips mondiaux. Oui, TSMC qui va au Japon, qui va partout, parce qu'ils veulent se désensibiliser sur le côté Taïwan. Oui, après, ça va être fini. Oui. Non, mais là aussi, c'est-à-dire que tout le monde a pris vraiment conscience maintenant que les chips, c'est un sujet stratégique pour tout le monde. On a vu quand ça s'est bloqué, toutes les chaînes de production de voitures à l'arrêt. Voilà. Et c'était l'exemple le plus criant, mais tout est bloqué. Donc oui, c'est un sujet de souveraineté. Encore une fois, on ne peut pas être présent partout. D'ailleurs, la société ASML a été bloquée maintenant par le gouvernement hollandais pour dire vous n'envoyez pas les dernières technologies en Chine. Voilà. Donc c'est un espèce de jeu très très complexe. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe, comme d'habitude, ne fasse pas preuve d'humilité, mais je pense que là, c'est bien parti pour dire ok, on doit être capable de rapatrier chez nous une partie significative de la chaîne de valeur, et notamment ces sujets de fonderie et de création de chips. C'est parti avec Intel, je ne doute pas qu'il y ait d'autres négociations. Le Japon joue aussi son rôle là-dessus. Bon, le Japon, il est quand même dans une sphère occidentale, je veux dire, donc c'est plutôt positif pour nous aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la France toute seule qui va planter son drapeau et qui va faire le sujet. C'est un strict minimum européen, éventuellement avec des liens avec d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis. Voilà. Mais c'est stratégique au sens vraiment clair du terme. Merci beaucoup. Merci Florence Gaulier du cabinet Verken Gaulier et de la FCDP. Merci Alain d'Artifil, Alain Staron et Christian Poyot de Micropole. Je vous souhaite une excellente journée à tous.